on va étudier l'impact du Covid sur le marché du food service. Il y a eu un certain nombre d'impacts. L'impact principal, je vous l'ai montré, c'est le télétravail et le fait aussi aujourd'hui que les dépenses de travail, les dépenses de déplacement, les dépenses business se sont considérablement réduites et vont considérablement se réduire au fil du temps, et que dans ce contexte, il y a d'autres éléments qui sont des éléments accélérateurs. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez aujourd'hui un business dans la cravate, il faut vous arrêter. Il ne faut plus du tout développer ce business-là. C'était déjà le cas avant le Covid. Plus personne ne mettait de cravate. Depuis le Covid, plus personne ne mettra de cravate, à part effectivement nos bien chers élus. Mais au-delà de cela, vous voyez, le marché a changé, il a été accéléré. Et donc, effectivement, on peut se retrouver potentiellement l'année dernière et ça ne se fera plus de mettre un costume, on aura automatiquement un jean. C'est la même chose dans l'univers du food service. Il y a plein d'éléments qui ont bougé, il y a plein d'éléments qui se sont accélérés, mais qui étaient déjà présents avant le confinement et qui ont vocation effectivement à s'accélérer, à devenir de plus en plus importants. Pour autant, le marché du food service, comme vous le voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il indique des segments qui sont des segments qui ont le moins souffert et il indique des segments qui ont le plus souffert ou qui souffrent toujours. Attention, bien exploiter ce terme de souffrir, dans le sens où il n'y a aucun segment, vous ne croiserez aucun restaurateur pendant ces 2 jours de conférence qui vous diront le Covid était l'opportunité de ma vie, enfin la Covid était l'opportunité de ma vie, c'est grâce à elle que j'ai réussi à développer mon activité. Non, la Covid est un univers de résilience, on a appris à fonctionner autrement et on a découvert de nouvelles opportunités pour développer son business. Par exemple, un restaurant à table qui se dit je vais me lancer dans la vente à emporter, c'était quelque chose qu'il n'avait pas conçu jusqu'à maintenant. Donc vous le voyez, un certain nombre de segments qui étaient forcément dans des situations difficiles. La restauration d'entreprise était déjà remise en question avant la crise sanitaire. Elle se remet de plus en plus en question. Elle va se développer autrement, sous d'autres formes. Parallèlement, effectivement, la restauration rapide, l'univers du fast casual qui traduit la restauration rapide haut de gamme, ont potentiellement le moins souffert parce que c'était des univers qui étaient les plus facilement convertibles dans la logique de la livraison, de la vente à emporter qui correspondait plus à la période de crise sanitaire que nous avons vécue. J'utilise le passé puisque je suis positif et j'imagine que nous n'allons pas la vivre dans le futur. Donc dans ce contexte, on reste quand même dans cette dynamique de se dire qu'effectivement tout ce qui était livrable et à emporter a mieux fonctionné. Pour autant, on a des univers dans le fast casual comme par exemple le café, le coffee shop ou la salade qui sont forcément des marchés qui sont un peu plus difficiles à livrer en tout cas et qui sont plus difficiles en termes de reprise, mais qui ont bien redémarré depuis la réouverture des points de vente. On voit bien que le consommateur, lui, de son côté, a migré dans son comportement. Plus de personnes qui sont disponibles, qui sont adaptées pour se faire livrer, qui se font plus livrer, plus de solutions. On n'a jamais eu aujourd'hui autant de solutions de repas qui sont mises à notre disposition. Ça ne s'est jamais autant développé par la multiplication des canaux. Plus effectivement de digital sous plusieurs formes. Vous allez l'étudier, puis demain matin, je reviens à 10h pour voir si le digital peut sauver la restauration, ce qui est un thème un peu accrocheur, mais qui ne veut rien dire en fait. Mais à l'arrivée, va nous permettre de bien comprendre les opportunités digitales de demain. Et puis, un retour progressif vers le hors domicile. À un moment donné, j'avais pris un certain nombre d'habitudes où je continuais de manger à la maison. Je les revois, je les révise petit à petit, et je reviens en force pour le hors-domicile. Nous, on a construit notre activité il y a 26 ans sur la progression du hors-domicile. On a tendance à imaginer que, bien sûr, ça va continuer. C'est un phénomène mondial. Donc, le consommateur continuera de manger à l'extérieur de chez lui plus et avec une intensité plus ou moins différente, accélérée par la crise sanitaire. L'univers du snacking, comme vous le savez, il est beaucoup plus large. Moi, quand j'ai commencé ce métier, il y avait restauration rapide, restauration à table. On parlait à peine des boulangeries-pâtisseries dans l'univers du snacking. On voit bien que les choses ont changé et que cette restauration rapide ou ce snacking, il se regroupe au travers d'une multitude d'endroits. Vous voyez qu'il y a beaucoup de segments qui regroupent et qui peuvent proposer des solutions de snacking. Et vous voyez que le snacking, ce n'est pas uniquement le déjeuner, mais des nouvelles opportunités qui se développent au fil du temps et qui vont redémarrer. Certaines ont déjà plutôt bien redémarré, comme le petit déjeuner, mais elles ont vocation ensuite à repartir à la normale et ensuite à reprogresser. Mais vous voyez, on parle de plusieurs marchés et on parle aussi aujourd'hui beaucoup de la restauration à table qui est totalement dédiée pour pouvoir se consacrer aussi sur ce type de sujet. Donc, un univers concurrentiel, mais avec un gâteau qui ne va cesser de grossir au fil du temps.
au profit du hors-domicile versus le retail qui lui aussi est très concerné avec ces solutions de snacking qu'on peut trouver dans des épiceries de proximité, etc. Qu'est-ce qu'on a vu comme évolution très marquante ? L'évolution très marquante, c'est qu'on a un univers qui s'appelle la restauration rapide, qu'on peut encore définir comme la restauration rapide, qui lui a souffert pendant le Covid, mais qui a su quand même faire preuve d'un certain nombre de résilience au travers de la vente à emporter et surtout de la livraison, beaucoup moins au travers de la restauration sur site parce qu'elle était interdite et qu'aujourd'hui on a un petit peu de mal à revenir sur site pour pouvoir prendre son acte de consommation dans un restaurant rapide. Mais pour autant, on voit bien que cette résilience au travers du nombre de points de vente, une grosse partie de notre activité est dédiée à la data, on a le fichier exhaustif de l'ensemble des points de vente dans plusieurs pays dans le monde et on voit bien qu'effectivement, comme vous pouvez le constater, à fin 2021, on va terminer à probablement 49 000 unités de restauration rapide, quand il y en avait moins de 44 000 avant la crise sanitaire, quand il y en avait 13 000 en 2003. Ça vous donne un petit peu une idée de la progression de ce marché qui ne cesse de progresser, avec également une boulangerie qui a bien redémarré depuis juin 2020 en intégrant le snacking, en réintégrant le snacking avec un consommateur qui était plus facilement prêt à rejoindre la boulangerie pour sa consommation, avec la livraison qui forcément a pris de l'intérêt, et puis l'émergence de toute une nouvelle restauration qu'on va voir rapidement. Cette livraison, elle a progressé. Là, vous voyez des éléments de progression au travers de deux périodes. Septembre 2018 par rapport à septembre 2020. Septembre 2020, à l'heure où tous les points de vente étaient réouverts de nouveau. On n'essaye pas de comparer par rapport à une période où les points de vente sont fermés. Sinon, effectivement, la livraison prendrait une progression beaucoup plus significative. Mais on voit bien qu'effectivement, on progresse en nombre de consommateurs. 63% des consommateurs se font livrer au moins une fois dans le mois dans cet élément, dans un repas chez eux ou à leur bureau. On voit bien un panier moyen qui est quand même relativement élevé et on voit aussi la résurgence ou la reprise du burger au travers des préférences. 46% des consommateurs se font livrer notamment du burger. On était à 27% avant le confinement. On voit bien qu'effectivement, on a un panier de consommateurs qui progressent, un panier moyen qui progresse, un nombre de consommateurs qui sont aguerris et qui peuvent concevoir qu'il est possible de se faire livrer un burger tiède, on ne va pas dire chaud parce que ce serait trop positif, mais se faire livrer un burger tiède à la maison. Donc là, on voit bien cette dynamique qui est très forte et effectivement une part que prend la livraison dans ce contexte. Les instants de consommation, ils sont pléthoriques dans l'univers du snacking. On voit bien qu'on a le déjeuner qui est forcément très important, mais aussi on a plein d'instants qui se développent au fil du temps. Le télétravail, pour nos 27% de consommateurs, est emblématique dans l'expression des pauses. Quand je fais des pauses, je ne sais pas si vous êtes dans le service pour certains d'entre vous, quand je fais des pauses pendant ma période de télétravail, enfin quand je télétravaille, j'ai besoin d'encore plus de pauses. Mais le phénomène avant le confinement était d'observer que les nouvelles générations en particulier ont besoin de pauses. Et ces pauses sont très souvent associées à une prise alimentaire. On va prendre l'exemple du matin, la pause du matin. 6 consommateurs sur 10 font au moins une pause le matin. Vous voyez qu'on est à 70% sur les 25-49 ans. On voit bien qu'ils font en moyenne une pause par semaine, un peu plus d'une pause par semaine. Et on voit bien qu'effectivement, pour 73% d'entre eux, eh bien, j'y associe une prise de consommation liquide et solide. C'est très positif puisque ça veut dire qu'effectivement, faire une pause, ça s'associe avec un moment d'indulgence dans lequel je vais potentiellement me faire un peu plus plaisir que la moyenne. Donc on voit cette vraie résurgence et puis toujours des marqueurs très forts au travers du sain, du plaisir, et puis de la praticité et de la rapidité, ce qui correspond bien aux arguments du snacking d'aujourd'hui. Et quand on le retrouve, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, et quand on le retrouve au travers des types de produits, on retrouve bien quand même des basiques parce que la pause du matin est essentiellement sucrée, parce qu'elle est essentiellement associée à une boisson chaude, et on retrouve effectivement notre bonne vieille viennoiserie, qui est principalement proposée par les viennoiseries sandwicheries et surtout par la boulangerie-pâtisserie, qui sont emblématiques de cette pause aujourd'hui. Et aussi, pour rappel, c'est un élément qu'on mesure depuis des années, c'est au travers du sucré, on ne retrouve toujours que les classiques. Quand vous analysez le dessert en restauration à table, on voit bien que les classiques sont toujours préférés, mais commencent à migrer des propositions comme la pâtisserie américaine, par exemple, qui commence à émerger pour cette pause du matin. Dans un autre registre, on regarde le déjeuner qui est quand même central. Et je vous invite à regarder la part d'estomac que représente chaque lieu que je vous ai évoqué au tout début. Vous voyez bien qu'effectivement, les différents segments représentent une part d'estomac. Par exemple, la boulangerie représente 19%
des déjeuners de snacking qui sont pris le midi en semaine, et même d'ailleurs en semaine, pardon. Et cette boulangerie a pris 4 points par rapport à avant la crise sanitaire. Ça nous permet de voir les univers qui ont progressé et ça nous permet de constater ce qu'on s'est dit au tout début, que pour l'instant, le présentiel, en particulier en restauration rapide, n'est pas du tout revenu à son niveau d'avant la crise sanitaire. Comme vous voyez, la restauration rapide sur place a perdu 13 points par rapport à avant la crise sanitaire. C'est énorme et on le voit bien. Il suffit de regarder les enseignes que vous avez l'habitude de fréquenter ou de regarder si vous ne voulez pas aller les visiter. Et vous voyez bien qu'effectivement, c'est au travers de la queue en vente à emporter, du click and collect et de la livraison qu'elles vont émerger et être significativement présentes. Ça donne une idée de se dire qu'effectivement, pour l'instant, il y a un doute sur le retour en présentiel. Mais moi, je ne douterai pas trop parce que le consommateur français a besoin de se poser, a besoin de prendre son temps. Comme vous le voyez aussi, un élément qui est très significatif. On a un temps de pause qui a explosé en termes de durée en 2021, où je prends 45 minutes pour ma pause du déjeuner quand j'étais à 29 minutes en 2017. Là encore, c'est à la fois le plaisir de la reprise post-Covid, mais également un consommateur qui a besoin de prendre son temps et un consommateur de français qui a besoin de s'asseoir. Donc, vont se développer et se développent déjà pléthore de nouveaux concepts qui n'accueillent pas ou peu le consommateur sur site, mais ne pas se méprendre. On a un consommateur français qui a besoin de se poser. On peut le voir au travers de la résurgence de l'happy hour after work en restauration à table dès maintenant. Et on le voit au travers de la restauration rapide où les consommateurs vont revenir progressivement à partir du moment où ils seront moins craintifs vis-à-vis des mesures sanitaires qui sont déployées. Ce déjeuner, il se retrouve au travers de denrées, des denrées de snacking, puisqu'on s'est concentré uniquement sur ces denrées-là. Et vous voyez, il y a une reprise de l'intérêt, de la préférence du sandwich par rapport aux années précédentes, probablement lié à la résurgence et à la dynamique de la boulangerie-pâtisserie que je vous ai expliqué au début, qui a bien redémarré dans son offre à partir de juin 2020. Et donc, du coup, j'ai un consommateur qui est plus habitué, qui préfère à cet instant précis consommer un sandwich. Et puis, au travers de la salade, qui est un produit healthy, un produit nomade, que je peux manger dans n'importe quel endroit et dans n'importe quelle circonstance. On voit que le burger perd un tout petit peu, lié notamment à cette dynamique présentielle qu'on a évoquée jusqu'à maintenant, puisque effectivement, sans prendre des noms d'enseigne, particulièrement, je vais moins manger dans un McDonald's, mais par contre, je vais consommer dans un McDonald's. Si je perds mon présentiel, forcément, ça a un impact et donc je vois moins le burger comme ma denrée préférée. Ça pourrait potentiellement aussi illustrer un argument qu'on a l'habitude de sortir, qui est le suivant: trop de burgers tue le burger. Peut-être que potentiellement, ça peut nous permettre de concevoir que le burger en livraison a le vent en poupe, le burger en présentiel peut-être un petit peu moins. Et on voit émerger plein de nouvelles propositions, des propositions qui étaient déjà un petit peu saillantes, comme le tacos. Par le tacos, ne pas entendre le tacos mexicain, mais le kebab en galette, celui qu'on peut proposer dans de nombreuses enseignes plutôt gourmandes, on va dire, du marché, et qui concerne 9% des consommateurs, 20% quand je suis sur les 18-24 ans. Et plein de nouvelles propositions qui sont en train de débuter, je dirais, dans l'esprit du consommateur, notamment toutes les propositions asiatiques en face d'un consommateur qui n'a pas banalisé, mais qui s'est habitué au sushi et qui a besoin de plus. On va le retrouver au travers du bowl, sous toutes ses formes, en version poké, mais aussi en version plus asiatique avec le bibimbap, qui est une version coréenne du bowl, mais aussi au travers d'autres propositions asiatiques comme le ramen, qui a vraiment le vent en poupe. Un exemple flagrant, en 2018, il n'y avait pas de restaurants spécialisés ou peu de restaurants spécialisés dans le ramen. Aujourd'hui, il y en a un très grand nombre. Le banh mi, qui est un sandwich vietnamien, pas de restaurant ou deux petits bouclards minuscules dans Paris qui proposaient cette proposition. Aujourd'hui, on va retrouver le banh mi sous plusieurs offres. Donc, il y a vraiment une diversité, une variété du snacking qui se déploie sous plusieurs angles. Et c'est très intéressant de voir cette évolution-là. Par rapport à cela, pour rester dans le snacking et pour ma télécommande qui ne marche plus, voilà, on a un panier moyen. Ce panier moyen est en très forte hausse par rapport à la période dernière qui était celle d'avant la crise sanitaire.
Comment on l'explique? Déjà, dans un premier temps, effectivement, un consommateur qui a envie d'en découdre. On en revient sur mon explication du début. Reprise de fin juin, le consommateur veut se faire plaisir et a envie de profiter de ses actes de consommation. Donc, il dépense plus. Il dépense plus en premiumisant son acte, en mangeant un meilleur burger, mais aussi parce que le prix des matières premières ont augmenté et qu'on a un restaurateur qui a décidé aussi d'encore plus premiumiser son offre, qui a réfléchi pendant le confinement et qui s'est dit je vais proposer de meilleurs ingrédients, donc finalement un produit qui est un petit peu plus cher. Pour conclure sur cet aspect, on ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle la gamelle, ce fameux produit qu'on va se préparer soi-même et qu'on va mettre à disposition, se mettre à disposition dans son entreprise. Cette idée de préparer un plat parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'on a envie de trouver une offre qui nous correspond, parce qu'on a envie de dépenser peut-être potentiellement moins. Et comme vous le voyez, on a 31% des Français qui sont concernés et on passe même à 45% des Français avec quand même une moyenne de 3,5. Donc celui qui fait la gamelle, il l'a fait dans une perspective assez régulière et il cherche potentiellement à se faire plaisir, à dépenser moins et il va virevolter entre plusieurs solutions. On le retrouve au travers de cela, vous voyez, principalement pour des raisons économiques, aussi également parce qu'on veut se faire plaisir au travers d'un plat qu'on aime, et aussi pour la convivialité et la possibilité de partager avec ses collègues, ce qui en période de crise sanitaire était est toujours quelque chose d'extrêmement significatif et difficile à atteindre. On se retrouve au travers de cela, au travers des 10 challenges qui s'imposent aux restaurateurs, et je vais prendre 3 minutes pour vous l'expliquer, après je vous le libérerai pour les prochaines conférences. On a noté que finalement, dans le contexte de la reprise, pour un restaurant rapide, cette fois-ci, s'imposaient 10 règles fondamentales. Alors, on ne les a peut-être pas toutes résumées parce qu'on n'est pas restaurateur, mais ça fait 26 ans qu'on fait ce métier. Mais en l'occurrence, ces 10 règles, on les trouve au travers des canaux de livraison, des canaux de vente dans lesquels il y a potentiellement la livraison. Cette idée de se dire j'ai des canaux aujourd'hui qui sont mis à ma disposition, digital, via le click and collect, via l'opportunité éventuellement de créer ma propre dark kitchen si je le souhaite. Il y a des canaux, ils sont adaptés potentiellement par rapport à mon implantation. Je dois réfléchir à tous les canaux et les proposer si possible. Ensuite, l'idée de se dire que l'univers de la restauration rapide est un univers de gourmandise. Cet univers de gourmandise impose finalement que le consommateur souhaite se faire plaisir dans cet univers, au travers parfois une dynamique un peu plus nutritionnelle, un peu plus bien-être, mais aussi au travers d'un bon gros plat, un bon gros sandwich, un bon gros tacos dans lequel on souhaite se faire plaisir, avec toutefois une maîtrise de l'offre tarifaire qui se situe derrière. On sait qu'on doit réviser son offre. Le principe même d'un restaurateur à table, c'est de réduire sa carte. Le principe même d'un restaurant rapide, c'est d'adapter son offre avec un menu plus réduit, un nombre d'items bien calculé et une carte en vente à emporter, des spécifiques et une carte en livraison, souvent 15% plus cher que sur place compte tenu de l'effet plateforme, mais qui doit être bien calculée, plutôt intelligente pour correspondre aux attentes du consommateur qui va très vite aujourd'hui sur les plateformes et qui cherche d'abord les best one, buy one, mais qui cherche aussi parfois buy one, get one, pardon, mais qui cherche aussi parfois effectivement à aller à l'essentiel. Donc cet élément qui se complète avec la dynamique expérientielle qu'on retrouve au travers du packaging, où le packaging, on se rend compte qu'il a un rôle fondamental et qu'il va l'avoir de plus en plus, aussi bien pour des raisons d'éco-responsabilité, mais aussi pour des raisons d'expérience dans l'acte de consommation. On voit bien qu'effectivement, un consommateur volatile qui va n'importe où et qui n'a jamais eu autant de solutions à disposition, il faut essayer de le piéger, de l'enfermer, essayer de le capter au travers de ces actes de planification. Le français, pour l'avoir étudié sur plusieurs pays, est probablement le moins planificateur en Europe, celui qui prévoit le moins à l'avance. Il faut essayer au travers d'opportunités digitales, de bons cadeaux, de bons d'achat, de journées spécifiques, d'essayer d'aller capter son consommateur. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu une offre d'une enseigne de sushi qui proposait le mercredi une box spécifique plus économique, plus avantageuse. Je vais attendre, moi, mercredi prochain, et pour la première fois de ma vie, potentiellement planifier mon achat. Je vais me retrouver aussi sur une logique qui est assez difficile à intégrer, qui est l'idée de se dire le produit est bon, il est bon qualitativement en tant que restaurateur. Dans la restauration rapide, on est souvent au rendez-vous, mais ce que je dois d'abord faire, c'est avoir un beau produit. Le poké, c'est bon, mais c'est potentiellement beaucoup plus beau
pour pouvoir le relayer, pour pouvoir le montrer à une communauté de gens que je ne connais pas, mais qui vont pouvoir faire participer dans cette expérience gustative, et pas seulement pour le goût, mais surtout pour le visuel et le relais social. 4 derniers, le monoproduit, c'est bien, mais réfléchir à toutes les opportunités transversales au travers de ce monoproduit, c'est essentiel. Il faut considérer que même si vous avez la meilleure idée du monde, même si le poulet braisé à la portugaise est une idée très excitante et très positive, eh bien, ça ne durera pas une éternité. Comment faire migrer ce poulet braisé pour pouvoir être le plus varié possible et attirer une clientèle qui, à un moment donné, sera gavée par le poulet braisé? Maîtriser sa premiumisation, ça veut dire que je peux proposer des tarifs plus élevés, j'ai le droit de le faire, mais il faut toujours laisser une alternative à un consommateur qui veut dépenser moins. Très bonne illustration en boulangerie-pâtisserie. J'ai des boulangers qui proposent une formule à 8,70 €, mais ils doivent laisser la formule à 6,50 € ou à 6 € pour que le consommateur ait le choix. C'était essentiel pour pouvoir se déployer correctement et ne pas se faire taxer d'un restaurant qui serait trop cher ou inaccessible au niveau des prix, même si aujourd'hui, un consommateur est toujours prêt à payer 15 € pour un bon burger. Activer la livraison, chercher les plateformes, mais parfois chercher au-delà, parce que dans sa dynamique locale, il peut y avoir des plateformes parfois plus éthiques, parfois plus locales. Il y a aussi des logisticiens qui peuvent vous proposer de garder votre marque et parfois de conserver votre base de données, même si des plateformes aujourd'hui le font comme Deliveroo. Et puis le dernier élément, qui est un élément très intéressant, un élément horrible pour des gens qui font mon métier, moi je le fais depuis 25 ans, c'est de rendre la frontière de plus en plus floue entre la restauration à table et entre le fast casual et la restauration rapide. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un univers s'était dessiné il y a une dizaine d'années pour dire il y a une restauration rapide haut de gamme où je vais dépenser plus de 10 €. Il y a une restauration fast-food dans laquelle, effectivement, je vais manger vite et un petit peu moins bien et payer moins cher. Aujourd'hui, les univers se mélangent, comme dans tous les métiers de la restauration. Toutes les frontières se mélangent. Et si je suis dans l'univers du fast-food, je dois aller chercher des marqueurs de cet univers du fast casual, de toutes ces belles enseignes émergentes qui sont en train d'évoluer sur ce marché pour aller récupérer tout ce qui me correspond. Et si je suis dans l'univers du fast casual, il faut que j'arrive à déployer un mécanisme qui me permet aussi de vendre vite et bien selon les réalités souhaitées.